qui voit au départ, vous avez des révolutions, enfin des changements politiques, mais justement la réflexion se porte sur est-ce que c'était vraiment une révolution, quel changement il y a eu dans nos pays, est-ce que finalement la mise en place du libéralisme tel que l'ont fait les élites créoles a permis le développement, enfin vraiment on pourrait suivre ça de façon très, très fine, mais ce qui est sûr c'est que ceci va de pair naturellement avec je veux dire une brèche qui s'affirme par une domination, une hégémonie, une présence, hein, une violence de plus en plus grande, hein, de tensions entre, je veux dire, les États-Unis et le continent latino-américain, qui évidemment va affirmer sa présence à travers, je veux dire, des intérêts économiques, mais à travers également je dirais, une présence militaire, des guerres. Là, c'est toute l'histoire de l'impérialisme américain. Bon, je ne vais pas reprendre, si vous voulez, cette histoire en détail, mais qui alimente depuis, je dirais, plus d'un siècle, hein, l'anti-américanisme latino-américain, hein, qui a plusieurs registres, qui peut être le registre de celui de la souveraineté, bon, avec le Mexique et puis la moitié du territoire qui est amputé des années 50, mais aussi le registre de l'impérialisme qui signifie une domination des premiers sur les seconds, hein, avec toutes les interventions militaires américaines, hein, qui vont être vécues comme finalement un empêchement d'entrer, de développer, ou d'arriver, ou de progresser. Bon, prenons seulement l'exemple du Guatemala, je ne sais pas si tu en parleras, mais je veux dire en 1954, non, Arbenz, oui, Arbenz, bon, quand Arbenz, bon, militaire, progressiste, veut mettre en place un gouvernement de réforme agraire, de grandes réformes de l'État, permettant précisément au pays de sortir de sa situation économique, je veux dire, de domination, je veux dire, oligarchique, les États-Unis débarquent, hein, je veux dire, et mettent fin, si vous voulez, à, je dirais, pas toujours, bien sûr, mais pour longtemps, hein, à vraiment, je veux dire, cette espèce de capacité d'intervention des gouvernements nationaux dans un cadre national pour développer, si vous voulez, un gouvernement qui serait un gouvernement national populaire qui développerait, ça c'est la grande idée latino-américaine, hein, du développement qui se fait dans un gouvernement qui permet d'apporter du progrès, de la redistribution. Donc c'est un peu, si vous voulez, dans ce cadre que je pense que il faut resituer, si vous voulez, comment la question postcoloniale et des subalternes studis aujourd'hui s'inscrit entre la question autour du colonialisme et de, disons, de cette espèce de continuité, hein, entre les 3 siècles hispaniques et les indépendances. Et je veux dire que c'est un débat qui n'est pas nouveau. Hein. C'est un débat qui a toujours été un débat très animé au sein des historiens. Les historiens ont toujours beaucoup discuté de la nature, hein, de ces sociétés coloniales espagnoles. Aujourd'hui, j'ai vu qu'à l'école des études, nos 2 grandes historiennes de l'Amérique latine, quand même, sont assez violemment en opposition. Annie Clampérière et Carmen Bernand. Est-ce que tu entends par violente opposition? Elles ne sont pas battues? Non, mais j'ai lu quand même. Hein, non. Écoute, non. Et écoute, en tout cas, elles sont, en tout cas, je veux dire, la réponse de Carmen Bernand montrait vraiment qu'elle était plutôt du côté des subalternes, studistes, et Annie Clampérière, donc historienne de l'Amérique latine, reprend un peu, je dirais, de quelque sorte, un peu son maître Xavier Guérin, hein, en montrant que finalement,
parler en Amérique latine ou penser l'évolution de l'histoire de l'Amérique latine avec une catégorie qui est celle de la colonisation, la décolonisation, qui est un concept, une idée qui s'est construite au XIXe siècle dans la période des expansionnismes européens, c'est un anachronisme assez, qui ne permet pas de comprendre finalement les relations qui se sont tissées au sein de ces colonies et qui peut-être ont permis de construire des États-nations. Alors c'est vraiment une opposition très forte, c'est-à-dire que dans un sens, on a des sociétés hispaniques, enfin coloniales hispaniques, qui quand même, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un racisme très fort qui, disons, crée des républiques espagnoles et des républiques d'indiens, que c'est une dimension très forte, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'exploitation, ce qui ne veut pas dire, mais que dans cette dynamique, on a quand même un certain nombre d'institutions qui ont permis ou sont entrées dans la construction des États-nations et que penser la colonisation, la décolonisation en termes, je dirais, des colonies des empires européens au 19e, enfin les empires 19e, 20e siècle, c'est finalement penser cette histoire avec des catégories qui sont des catégories empruntées, qui ne sont pas adaptées à l'histoire spécifique de l'Amérique latine. Alors, après, je donne la parole à Alain Bisset sur disons, un peu la manière dont le débat, je dirais, est ouvert aujourd'hui, hein, en rappelant quand même qu'il y a le bicentenaire, mais il y a aussi la victoire de la gauche, qui fait dire aussi dans beaucoup de discours que l'on peut lire aujourd'hui, d'une part, effectivement, qu'on renoue avec le passé précolombien, caïque, enfin, et disons des origines, hein, et puis également que cette victoire de la gauche marque une rupture ou un changement dans les relations avec les États-Unis. Et donc là, c'est une discussion pour certains, c'est un tournant dans la domination américaine. Certains sont très optimistes, d'autres au contraire montrent que c'est d'autres, comment dit M. Cassel, il dit que c'est d'autres avis, hein, l'impérialisme a changé d'avis. Enfin bon, ça dépend des interprétations, mais quoi qu'il en soit, c'est tout de même le sentiment qu'aujourd'hui, la situation géopolitique fait que l'Amérique latine, avec un certain nombre d'institutions qui se sont construites récemment, hein, je ne parle pas seulement du Mercosur, mais du NASUR, Télésur, et l'échec aussi des processus d'intégration depuis l'Amérique du Nord, donne l'idée qu'on est dans un moment où l'Amérique latine, l'Amérique du Sud d'ailleurs surtout, parce que le Mexique est bien exclu de ce processus, hein, peut faire front face, je dirais, aux grands voisins nord-américains, enfin États-Unis, parce que le Canada n'est pas du tout perçu de cette manière. Je ne sais pas, d'ailleurs, il faudra un jour effectivement essayer aussi de parler du Canada. C'est tellement petit que c'est pas la peine. Voilà. Donc. Bien, écoute, merci Marie-France. Alors, je voudrais d'abord peut-être dire deux ou trois choses qui me paraissent importantes pour essayer de comprendre.